Honnêtement, je fais une bouse intersidérale. In fine, j'ai 1 sur 20. Non. Mon grand-père a eu tellement honte quand il a appris ma note qu'il m'a pas parlé pendant 2 semaines. Quelquefois, pour gagner tes galons, il faut changer de pays. Et je savais que c'est pas en France que j'allais gagner mes galons. Plein de gens me disent « mais t'es dingue, partir avec des jeunes enfants, tu te rends pas compte, etc. » Et on a adoré. Gagner des clients quand t'es inexistant. Tu dis « mais faites-nous confiance. » Et sur le champ de bataille, autant se prendre le truc le plus difficile. Pour moi, la dernière dimension sur cette mission de CEO, c'est de ne pas rater les prochaines vagues technologiques. Faut pas rater des virages. La seule façon de vraiment réinventer une fonction, c'est pas de faire de l'optimisation marginale. C'est de dire « ok, on va totalement repenser comment on opère ça. » Donc on faisait ça en 3 mois. Comment on fait ça pour faire ça en 5 jours ? Forcément, là, ça ouvre les chakras et on arrive à craquer des trucs différents. Ouais. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Édouard de Mézerac, CEO du groupe Artefact, un leader mondial du conseil en data et intelligence artificielle. Il connaît son sujet. Plus de 15 ans à aider les grandes entreprises à passer de la stratégie à la transformation par la donnée. Ancien partenaire chez Oliver Wyman, il a aussi dirigé les opérations d'Artefact en Asie depuis Shanghai, avant de revenir en 2024 pour piloter le groupe. Son credo, que la tech ne reste pas un sujet d'ingénieur, mais devienne un vrai levier clair de création de valeur. On va parler trajectoire, virage assumé, culture d'entreprise, IA générative, agentique, et de ce que ça change de passer de l'analyse à l'action. Un échange avec un dirigeant qu'on entend peu, mais qu'on aurait tout intérêt à écouter davantage. C'est parti. Bonjour Édouard. Salut Homéric. Édouard, merci de nous accueillir dans vos magnifiques bureaux. Je crois que vous avez tout l'immeuble, plus le voisin. Il y a 2 étages en face. Et on a un 2e immeuble, parce qu'on est trop nombreux. Bon, on a visité que plusieurs salles, mais celle-ci, elle est vraiment superbe, donc merci de nous accueillir. Bienvenue ici. chez Artefact. Édouard, première question, parce que tu es un homme pressé, est-ce que on peut se tutoyer ? Évidemment, Homéric, évidemment. Deuxième question, est-ce que tu peux nous partager ton état civil ? Édouard de Mézerac, né 30 juillet 82 à Montauban, Tarn-et-Garonne. Voilà, 43 ans. Voilà. Super. Et quel est ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que le souvenir d'enfance le plus lointain, c'est quasiment plus une sensation d'être à l'arrière d'une voiture qui se gare entre des arbres sur un espèce de terre-plein. Et je pense que ça devait être en Seine-et-Marne, où on habitait quand j'étais enfant. Et mes parents devaient déposer les enfants à l'école. Et donc, j'étais à l'arrière de la voiture. Et cette sensation de gravier sur le sol, des arbres au-dessus, c'est resté pendant très, très longtemps. Et d'ailleurs, peut-être que dans beaucoup de villes où j'ai habité, il y avait toujours un plaisir gigantesque à être sous des arbres, sous des platanes. Mais on y reviendra dans la discussion, je pense. Tu te souviens de la voiture ? Ça devait être c'est une très bonne question. Je pense que c'était dans les premières R5, les premières Renault R5, à mon avis. Donc ça date un peu. En plus. Ça date un peu. Et absolument pas électrique, c'est certain. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ton enfance, justement ? Alors, famille de 4 enfants. Et très vite, en fait, mes parents ont décidé de partir à l'étranger. Parce que mon père bossait dans une grosse boîte américaine à ce moment-là. Ils habitaient à Nemours. Il a toujours rêvé de partir aux États-Unis. Et donc, en 86, donc j'avais 4 ans, on se retrouve dans l'État de New York. Dans l'État de New York, aux États-Unis. Et moi, je débarque. Je parle absolument pas un mot d'anglais. Je suis droppé dans une école. Donc, on était dans une mini-ville, pas du tout New York, pas du tout sexy, machin. Corning, à 4 heures ou 6 heures au nord de l'État de New York. Et je me retrouve scolarisé dans une école maternelle où je suis le seul étranger et je suis le seul à ne pas parler un mot d'anglais. The Frenchie. The Frenchie. Et je me souviens
que ces premières années à pas parler un mot de la langue ont été difficiles, très compliquées. Alors, c'était un enfer d'aller à l'école parce que tu te retrouves déjà, tu connais personne, mais en plus, t'es même pas capable de communiquer. Et pour l'anecdote, donc on a fait ça, on a vécu aux États-Unis pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, déménagement au Mexique. Et donc là, annonce du déménagement à Monterrey, donc pareil, une espèce de ville au nord de la frontière. Et j'ai dit à mes parents, je les ai regardés dans les yeux, mais vous m'avez fait apprendre l'anglais. Jamais de la vie, j'apprends l'espagnol. Et donc, j'étais scolarisé dans une école américaine à Monterrey. J'ai mis un point d'honneur à ne pas apprendre un seul mot d'espagnol. Et donc, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Alors, tout était en anglais, ce qui était très bien. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que au fond, j'ai adoré cette période d'être très très loin, d'être entouré de gens très différents. Mine de rien, Monterrey et aux États-Unis, c'était donc aucun Français, beaucoup d'Américains, beaucoup de Mexicains, mais des gens qui venaient du monde entier. Et dans toute ma vie professionnelle, j'ai toujours souhaité reproduire cette espèce d'aventure familiale de partir. Et donc ce goût du départ, ça m'a venu très tôt. Et à l'inverse, quand je rejoins mes frères et sœurs, certains, en fait, je pense, en ont plus souffert d'être loin, et ont fait le choix à l'inverse, de dire non, moi je veux habiter dans un endroit, que mes enfants connaissent tout le monde dans le village, Mes etc. habitudes. Mes habitudes, etc. Et c'est un très beau choix aussi. Et comme quoi, tu vois, chacun des enfants va vivre leur enfance de façon très très différente. Ouais. Alors, tu passes combien de temps après au Mexique? Donc on fait 3 ans au Mexique, et puis après retour à Fontainebleau, D'accord. sud Seine-et-Marne. Je parlais très mal, donc je parlais bien anglais, mais j'étais une quiche en français. Bah, c'était Quiche ta en langue français. première. Donc c'était plus ma première langue. Donc je me prends des claques dans tous les sens. École, puis collège, petit collège public qui était super bien à Fontainebleau. Et petit à petit, en fait, ce que je découvre, c'est que effectivement, le français, je serais jamais hyper fort. Bon, très bien, c'est comme ça. Mais je commence à beaucoup aimer les maths. Beaucoup, beaucoup aimer les maths. Et puis, au collège, t'as des profs qui sont en fait dédiés par matière. En fait, tu découvres des profs qui aiment leur matière, donc ça crée une espèce de cercle vertueux. Beaucoup aimer les maths, beaucoup aimer la physique. Je me posais plein de questions là-dessus. Et au fond, c'est ça qui m'a petit à petit fait réussir. Parce qu'une fois que t'es bon en maths, c'est une espèce d'effet de halo sur plein de trucs. Et j'adorais l'histoire, parce que l'histoire me faisait voyager. Donc ça, jusqu'en 3e. Et après, je suis devenu interne à Paris. J'étais interne à Stanislas. J'ai fait lycée et prépa à Stan. Tu devais avoir des bonnes notes déjà au collège. Et j'avais des notes, en matière scientifique, c'était pas mal. Oui, c'est ça. Et après, bon, ça allait. Et pareil, j'adorais les maths, j'aimais beaucoup les langues, et maths, physique, chimie, ça me plaisait beaucoup. Donc, et au fond, c'est ça qui m'a fait après progresser. Donc, tu arrives à Stan, tu fais Donc, ton lycée. Lycée, prépa. Pas trop de bêtises en interne? Alors, le principe de l'internat, c'est de faire des bêtises. D'où ma question. C'est de faire des bêtises. Et en fait, c'est dans ces années que je me suis fait, je pense, les amis les plus proches. On se voit encore, on est des parrains croisés dans tous les sens. Et mes enfants adorent, donc j'ai 3 enfants aujourd'hui, mes enfants adorent que je leur raconte toutes les bêtises qu'on faisait à l'internat. Des 1er avril, de recouvrir l'internat de papier toilette dans tous les sens, après de se faire engueuler derrière. Enfin bref, de tendre des cordes entre les bâtiments pour lâcher des bombes à eau au milieu de la cour à 11h du soir. Bref, tous les trucs. Et mes enfants adorent à chaque fois que je leur L'école du raconte. crime. Exactement. Raconte les choses. Par contre, c'est une école de boulot. C'est qu'on avait des études, 2 études par soir, dès la seconde. Donc, jusqu'à 23h, on bossait, etc. Et au fond, j'aimais bien ça aussi. J'ai toujours beaucoup bossé. Et une espèce d'émulation entre nous sur à la fois se marrer, mais mine de rien, de pas être viré. Donc, quand tu veux pas être viré, pour rester ensemble, t'as intérêt à bosser suffisamment pour que ça passe, quoi. De toute façon, la bombe à eau, c'est aussi de la physique. Hein. Je veux dire. C'était du test. C'était du test Travaux opérationnel. C'était du test opérationnel, exactement. Tu sais ce que tu veux faire quand tu arrives en terminale? J'ai fait des choix par matière, en fait. D'accord. Les choix par matière, c'était, je savais que je voulais apprendre, me pousser, etc. J'aimais beaucoup les maths. La physique-chimie en première terminale, ça commençait à moins m'amuser. J'aime beaucoup l'histoire géo et j'aimais beaucoup les langues. Et donc, petit à petit, c'était assez logique de faire une prépa HEC voie scientifique, où mine de rien, tu vois, de mémoire au concours d'HEC, les maths, c'est
plus du tiers des coefs à l'écrit. Donc, ça écrème tout de suite. Donc c'est un espèce de prisme, mais ça fait qu'il y a beaucoup de cours aussi sur le sujet. Et tu vois, à l'inverse, sur Hippocane BL, tu as 2 fois moins de maths. Et puis faire que des maths, la physique, j'aurais l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc c'est d'abord le choix de matière. Et puis j'ai adoré les classes de prépa. J'étais pareil en internat, et on se crée de l'émulation avec... j'avais du mal à bosser seul. Donc, et on était plusieurs à avoir du mal à bosser seul. Donc on se mettait dans une salle de classe, à 2, chacun à l'opposé, dans un coin opposé de la classe, pour... et bénéficier de l'effet de halo de concentration de chacun. Et donc, et mine de rien, les travaux de groupe, c'est ça qui m'a porté pendant cette période de prépa. Mais j'ai été très heureux en prépa, parce que entouré de gens qui voulaient bosser comme toi, et avec un esprit collectif où c'était plus... Et puis Stan, à l'époque, c'était pas du tout le Stan d'aujourd'hui. Donc Stan, on était beaucoup moins fort. Tu vois, on était rien à voir par rapport à Ginette, H4, Louis le Grand, etc. Donc il y avait aussi un peu un effet, on va se battre contre tout le monde, on va se battre contre les meilleurs, on va se battre contre tous. Exactement. Et ça m'a beaucoup plu dans le jeu collectif que ça crée, quoi. Et pareil, avec des liens entre élèves super forts. Parce que au sein d'une classe, il n'y a pas de concurrence. On est tous à se battre pour le concours qui a lieu 2 ans après, quoi. C'est ça, la dernière semaine, la semaine avant le concours, il n'y a plus de copains. Non, même, parce qu'en plus, on choisissait, on partait faire des révisions avant les concours. On partait tous en groupe, tu vois. Et je pense que jamais dans une classe de prépa, les gens vont se regarder les uns les autres en disant potentiellement tu vas prendre ma place. Jamais. C'est plus, tiens, on va bosser ensemble pour faire préparer tel col, on va bosser ensemble pour faire tel exo, machin, parce qu'on a beaucoup plus intérêt à gagner collectivement. Et puis après, c'est humain. On a besoin. Et puis moi, j'ai besoin d'être sur un jeu collectif. Tu vois, on va pas être chacun dans sa nido, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Donc après, le fameux concours. Les concours. Arrivé à HEC. Alors les anecdotes. C'était ton choix numéro 1 ? C'était mon choix numéro 1 par défaut. Oui, tu prends la meilleure école. Tu prends la meilleure école, tu regardes le classement. Mais par contre, j'ai passé des oraux dans beaucoup d'écoles parce que je voulais être sûr d'intégrer. Donc j'ai passé des oraux dans les 3 parisiennes, passé des oraux à Lyon, et je suis allé à Nantes aussi passer les oraux parce que je voulais absolument intégrer. Et puis, de toute façon, toutes ces écoles sont très bonnes. J'avais aucun souci à intégrer, tu vois, dans les 6 écoles. Alors de facto, après, j'étais pris dans les 6. Mais et puis j'étais très heureux d'arriver à HEC, évidemment. Mais les oraux d'HEC, c'était un enseignement de résilience, parce que je me suis fait totalement exploser sur un des oraux, qui était l'oral de culture générale. J'arrive, j'ouvre le sujet. Donc, culture générale, c'est t'as un sujet, 20 minutes de préparation, 10 minutes de passage, 10 minutes de questions. J'ouvre le papier, cosmopolitisme. Et donc, cosmopolitisme, donc ça peut partir dans tous les sens. Honnêtement, je fais une bouse intersidérale. In fine, j'ai 1 sur 20. Non. À l'oral de culture générale, j'ai 1 sur 20. Mon grand-père a eu tellement honte quand il a appris ma note qu'il m'a pas parlé pendant 2 semaines. Et donc, alors, pourquoi ? Parce que je suis passé totalement à côté du sujet, j'ai pas posé la problématique, j'ai raconté des trucs qui étaient absolument pas intéressants. Mais 1 sur 20, c'est vraiment... merci d'être venu, quoi. C'est pour l'encre. Énorme claque. Alors, forcément, quand tu passes un oral et tu fais un truc, tu sens que tu plantes. Donc, il faut se ressaisir et repartir. Et après, le reste des matières, ça allait très bien. Mais ça a été une espèce de claque et un enseignement sur le fait de jamais, mais jamais rien lâcher, quoi. Ouais. Jamais rien lâcher. Et cette espèce de niaque qui, je pense, et puis dans ma famille, tout le monde est un peu comme ça, espèce de niaque dans le sport, dans le fait de se battre, je pense, est resté, et puis il a pas mal compté à ce moment-là. Donc on regarde le dossier dans son intégralité, et bon, il y a eu un écart, mais si le reste est quand même magnifique, et on voit qu'il y a une vraie volonté, on va valider cet esprit et cet état d'esprit, quoi. Et puis là, en l'occurrence, c'est simple, pour les oraux à HEC, ils regardent là, ils font la moyenne des notes. Donc, alors, heureusement qu'il n'y a pas de note éliminatoire. Tu pourrais avoir des concours où si tu as moins de X à telle matière, bim, t'es dehors, merci d'être venu, et basta. C'était pas le cas. Sinon, j'aurais été sorti du système assez vite. Ouais. Alors, comment ça se passe ? Et HEC, pour être très honnête avec toi, je pense que j'étais très malheureux la première année. D'accord. Très malheureux la première année parce que tu te retrouves à l'écart de, tu vois, en dehors de
un peu paumé. Jouy-en-Josas, c'est très bien, c'est quand même très mal desservi. J'avais pas de voiture. J'avais un vélo. Donc, alors, si je me déplaçais un peu en vélo, mais c'est faire Jouy-Paris, ça passe, mais c'est 45 minutes quand même. Et puis t'as la descente qui est sympa, mais la remontée... Alors, ça prend un peu de temps, effectivement. Et puis, c'est un peu dangereux. Tu peux faire ça à 21h le soir, c'est pas évident. Bref. Donc, et puis, une ambiance assez clanique. Donc j'ai mis du temps à trouver mes marques et je pense que ça arrive à beaucoup d'élèves qui arrivent en première année et ça veut dire que c'est tout à fait possible de petit à petit se réadapter le mode de fonctionnement. Et moi, ce qui m'a sauvé, c'est j'ai transformé HEC en école d'aviron. Donc je me suis inscrit au club d'aviron. Donc mes parents disaient ils sont ravis, mais ils payent une école d'aviron à leur fils parce qu'on ramait. Donc on faisait toutes les compètes au niveau national, etc. Et on ramait quasiment tous les soirs en période haute, tu vois, entre mars, avril, mai, juin. Donc quand tu rames tous les soirs et tu rames à Choisy-le-Roi, il faut faire des trajets, etc. Ça te fait 30 heures cumulées, transport compris d'aviron. Donc c'est super de faire HEC, mais effectivement c'est l'aviron. En revanche, je pense, j'ai énormément appris sur le management, sur le dépassement de soi, sur la difficulté, sur la souffrance, en ramant, par rapport à des cours de finance, de strat, etc., qui étaient très utiles, mais sur un esprit d'équipe, ça n'a rien à voir. J'étais tête de nage, donc en première année, il regarde un peu qui rame, machin, etc. Et puis le tête de nage, c'est celui qui donne le rythme, donc il est à l'arrière du bateau, mais tout le monde fait face à lui. C'est lui qui donne le rythme et qui impose l'espèce de cadence et la bonne fréquence pour que à la fois tout le monde suive, mais en même temps d'aller le plus vite possible. Ouais. Et donc, si tu as une cadence qui est trop rapide et puis tu as le numéro 4 qui est derrière, qui commence à balloter, ben en fait, le 5, 6, 7, 8 va merder et donc tout le bateau va pas avancer vite. Donc, il y a toujours une espèce de point d'optimum de quelle force on arrive à mettre dans l'eau et quelle est la juste fréquence. Et j'ai adoré. Ça a aussi dû t'apprendre à faire attention à ceux qui sont derrière toi, même si tu les vois pas. Ah, donc, tu as tout le travail amont, tout le travail aval. Complètement. Et de discuter, de débriefer, tu vois, après chaque course de débriefer, de voir, et puis on avait un remarquable coach qui nous poussait beaucoup. Et puis je me rappelle très bien à la fin d'une course, et puis c'est le genre de phrase qui te reste, tu vois, même 20 ans après. On avait fini, je sais pas, on n'était pas hyper fort non plus, hein, mais on finissait sur des classements corrects. Fin de course, il vient me voir et il dit tu l'es mené avec un train d'enfer. Et je me rappelle cette phrase, tu vois, qui reste, train d'enfer, et c'est vrai, et j'étais hyper fier, tu vois, qu'il dit ça, et on fait un résultat très honorable, et de dire, en fait, on a mené le bateau au max de ses capacités. Et ça, c'était une espèce de signal et de reconnaissance fort. Ouais. Donc, première année compliquée, malgré tout, et tu après, trouves ça... ce qui m'a sauvé, le deuxième truc qui m'a sauvé, c'est que deuxième année, je décide avec toute une bande d'amis, de faire un cursus en parallèle. Donc, je m'inscris en licence d'histoire à la Sorbonne. Donc, tu as une espèce d'équivalence. Donc, on suivait les cours sur le campus, en même temps, la licence d'histoire à la Sorbonne. Et ça m'a fait un bien fou parce que, j'adorais l'histoire, et puis là, c'était avec des profs universitaires, Paris 4, machin, et j'adorais creuser certaines périodes, donc c'était, tu vois, période d'histoire moderne, en Italie, etc. Donc, et j'ai adoré cette période-là, parce que c'était très complémentaire, et au fond, je trouve que l'histoire est une très bonne façon de mieux comprendre l'avenir aussi, et de mieux comprendre, au fond, qu'est-ce qui est vraiment différent aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment différent dans tout ce qui se passe dans le monde technologique, etc. C'est plus facile de comprendre ça si on a une lecture de l'histoire des derniers siècles. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette période-là de la Sorbonne en parallèle des études. Ouais. Tu avais toujours besoin d'aller pousser les limites, d'aller te challenger aussi. Eric, forcément. Et c'est toujours ça qui m'a donné beaucoup d'énergie, tu vois, de faire le truc de plus, le truc d'aller un peu plus vite, etc. C'est comme Rockefeller, qui était déjà l'homme le plus riche de la planète. On lui demande quand est-ce que vous arrêterez. Il dit « just a little bit more ». C'est un petit peu plus pour vraiment savoir où on va, quoi. Et parce que au fond, le travail, le dépassement de soi, c'est une super façon de se connaître. Qui est le défi de nous tous. Donc, en se poussant et en travaillant, c'est là où petit à petit on travaille sur soi et on comprend mieux d'où on vient, on comprend mieux qui on est, et puis on permet de mieux définir où est-ce qu'on veut aller. Quoi. Ouais. C'est comme ça aussi que j'ai découvert. J'étais en dernière année d'HEC. J'avais fait un stage aux États-Unis. Donc pareil, j'ai fait que des stages pour partir. Je suis parti en Croatie pendant 8 mois et je voulais faire que de l'économie réelle. Donc j'ai fait chez Bouygues Construction.
Croatie, Zagreb. Je faisais des modèles statistiques d'optimisation de prix de péage pour savoir c'est quoi en fait, il y a des courbes et des formules qui permettent de calculer c'est quoi ton optimum de prix. Donc j'aimais bien ça. Et pareil, je suis parti aux États-Unis, Caroline du Sud, Greenville. Et là-bas, je découvre le triathlon. Donc là, pareil, c'est quand même génial ce sport, c'est une espèce de défi. Donc j'ai fait mon premier triathlon tout seul en empruntant un vélo d'un collègue chez Michelin de Greenville, dans un mini bled au fin fond de la Caroline du Nord. Il y avait personne, le sport était inconnu au bataillon. Il y avait les courses, on posait les vélos sur des ballots de paille. Donc c'était pas du tout le monde d'aujourd'hui. Et puis j'ai adoré l'espèce de défi d'enchaîner 3 sports. Alors les premières courses étaient rudes parce que c'est pas facile au départ. Puis il y avait pas de podcasteur à écouter, il y avait pas de lecture à faire, il y avait pas d'article, il y avait rien, tu vois, c'était 2000, c'était 2005, 2004, 2005 quoi. Donc il y avait le tout début des trucs pour écouter de la musique de Apple, tu vois. Enfin c'était le tout Les début. nano. Exactement. Donc voilà, donc triathlon, nouveau challenge, nouveau défi, etc. Donc tu termines tes études, là tu te dis bon, qu'est-ce que je fais, ou tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire, Alors, je voulais faire de l'économie réelle. Il y avait plein de potes qui partaient faire de la banque d'AF, etc. Moi, je voulais partir à l'étranger. Donc, Croatie-US, stage, c'était génial. Et je voulais faire de l'économie réelle pour mieux comprendre ce que c'était. Et néanmoins, je me suis un peu emmerdé. Ok. T'as vite fait le tour? Et en fait, il y a plein de trucs que j'aimais beaucoup. Les gens étaient smart, les sujets étaient intéressants. Mais je voulais pas faire tous les sujets. Et donc, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est les trucs un peu horizontaux, les trucs un peu transverses. Et c'est un de mes maîtres de stage qui m'a dit, mais tu devrais faire du conseil. En fait, t'aimes bien sur ces trucs, t'aimes bien le côté un peu analytique. Donc j'ai dit, effectivement, je savais pas, et je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'ai pas du tout grandi dans un monde où j'avais des parents ou des oncles ou je sais pas quoi qui étaient consultants. C'était pas du tout le cas. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'était ce monde. Je connaissais même pas le nom des boîtes. Tu vois. Mais néanmoins, je me dis, j'ai quand même envie d'essayer. Donc, dernière année d'HEC, je me fais un major finance et qui finissait en avril-mai. Et je dis, je vais quand même faire un stage en plus, je n'en ai pas besoin, mais faire un stage en plus pour tester est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas. J'envoie une candidature à différents cabinets et c'est Oliver Wyman qui est le plus rapide pour me répondre. Ils ont été hyper forts. J'envoie le CV et je passe les entretiens. Ils me rappellent sur le prochain tour quand je descends de l'escalier. Tu vois, je suis sur le trottoir et t'as la RH qui m'a dit alors je vous appelle, on est très content, je vous propose le deuxième tour, etc. Et en fait, en espace de, je sais pas, 10 jours, j'ai eu l'offre, tout était banco, et donc j'ai fait mon stage. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré la variété, j'ai adoré l'espèce de challenge permanent, j'ai adoré le côté. Au fond, toutes les boîtes de conseil sont hyper fortes pour faire progresser les gens, d'évaluer les gens, faire progresser les gens, etc. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré les clients. Tu vois, en fait, les clients font appel à des gens extérieurs lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et cette posture d'aide, c'est quelque chose que j'ai adoré aussi. Et donc, très vite, j'ai grimpé les échelons. Et très vite, je me suis spécialisé sur les trucs un peu geeky. Tu vois. Les premiers projets, c'était des énormes bases de données où il fallait faire des allocations de coûts avec... alors, ça passait pas sur Excel, c'était du SPSS, ce qui est imbitable par rapport aux outils d'aujourd'hui. Et j'adorais, en fait, à la fois cette complexité technique et cette granularité et le besoin de simplifier pour que les équipes, le management, les clients puissent prendre les décisions. Ouais, rendre ça intelligible. Exactement. Exactement. Et puis, qu'est-ce que tu changeais tous les 1 an, 6 mois? Et on changeait tous les 2-3 mois, 3-4 mois, toutes les missions. Ouais. Et après, j'ai découvert aussi que en fait, c'est sur les missions longues qu'on apprend le plus. Et après, j'ai eu un point de basculement lorsqu'on faisait un très gros projet pour Carrefour. Et c'était la team au sein de Wyman qui était la plus analytique, qui faisait des modèles très poussés en SQL, pour le coup. Et c'était donc ça c'était 2007, 2008, 2009, 2010. Et c'était un énorme programme. Et la question de fond qui était posée, c'est analyser toutes les données transactionnelles et calculez-moi c'est quoi le vrai retour sur investissement de l'investissement promotionnel. Et ça, c'est un sujet qui encore aujourd'hui, il y a plein de clients qui nous posent ça. Et ça a été mon premier vraiment baptême du feu de vrais sujets compliqués analytiques. Donc le truc était tellement compliqué pour donner un ordre de grandeur. On avait acheté un serveur physique, on avait installé un serveur physique dans les bureaux.
Et il y avait un consultant, son job, c'était de surveiller le serveur, parce qu'il Pas qu'il plantait en crame. permanence, qu'en fait, C'est tout le monde balançait ses stored procedures toujours le soir pour faire tourner le truc dans la nuit, sauf que c'était des énormes tables sur SQL, et systématiquement, t'en as 3 sur 4 qui plantaient. Donc, t'avais un gars son job, c'était juste de monitorer le truc. Et c'était fait, tu vois, c'était 2008, 2009, 2010, c'était avant les Pas de outils... GPU, pas de... et rien du tout. Avant, donc un modèle, moi je me rappelle le modèle qu'on utilisait, je crois qu'il y avait à peu près 100 000 lignes de code en SQL. Et 100 000 lignes de code en SQL, il fallait, je sais pas, 2 jours pour le faire tourner au départ. Et après, on a optimisé les trucs en découpant dans tous les sens. Mais c'était un autre monde. Mais par contre, la puissance de la donnée, et je me rappelle de discussions avec, à l'époque, c'est quelqu'un qui s'appelait Gilles Petit, qui était le patron de Carrefour France. Et lui, il a martelé le fait d'essayer de mesurer l'effet halo des promotions. On a passé un temps de dingue à essayer de craquer l'approche, etc. Et la beauté de la démonstration mathématique, de dire, ben voilà, on commence à mesurer, on commence à voir que telle catégorie, tel produit, ça marche, etc. Et là, donc cette simplification et tu vois, d'avoir des choses très actionnables derrière pour dire, ouais, il faut changer un certain nombre de paramètres, il faut changer un certain nombre de taux de remise, il faut changer un certain nombre d'articles. Donc c'était à la fois la profondeur mathématique du problème et en même temps la simplicité de l'action qui devait être optimisée derrière. Et j'ai adoré ça. Tellement pragmatique. Exactement. Alors moi, il y a une étape dans ton parcours chez Wayman qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'à un moment, tu pars en Chine. Ouais. Alors, t'as déjà bien progressé au sein de l'organisation en France, parce que c'est une entreprise américaine à la base. Ouais, c'est américain. Alors, il y a une étape même avant ça, qui est, je rêvais de partir aux États-Unis. Okay. Je me suis marié en 2010, et avec ma femme, tous les deux, on rêvait de partir à l'étranger. Et très vite, marié février 2010, 6 mois après, il y a un énorme programme vendu par Wayman chez un retailer dans le Minnesota. Okay. Minnesota, personne ne connaît. Tout le monde dit, Minneapolis, ok, c'est le circuit. Non, c'est pas du tout le circuit. C'est Indianapolis, le circuit de voiture. Minneapolis, c'est au nord de Chicago. C'est en gros, tu fais un trait entre Chicago et le Canada, t'es au milieu. Wow, t'as froid la moitié de l'année. C'est exactement. C'est Fargo, des frères Cohen. C'est Duluth, c'est au-dessus de Minneapolis, machin. Énorme programme de transformation qui est là, qui est vendu là-bas, avec potentiellement 40, 50, 60 consultants, pur retailer, pur analytique. Et donc là, on me dit, est-ce que tu serais prêt à partir aux US ? Donc, on prend quelques semaines avec ma femme pour réfléchir. Et ma femme, très justement, me dit, moi, j'adorais qu'on parte, mais par contre, je veux pas que tu voyages. Et elle a 1000 fois raison. Ce qui est horrible dans ce métier, c'est quand tu pars du lundi au vendredi et que tu vois pas ta famille, tu vois pas ta femme, etc. Et puis, il n'y avait pas de visio, et les États-Unis, exactement, t'es obligé de créer du lien, t'es tout le temps dans l'avion. Exactement. 2010, faire du conseil aux États-Unis, c'est juste l'enfer, parce que les gens, ils passent leur vie à voyager. Et donc, moi, je suis revenu vers les équipes, les partenaires Wayman à l'époque. Je me dis, ok, très bien, je suis prêt à partir, mais je m'installe dans la ville du client. Ils m'ont dit, mais are you sure? Are you sure? Are you kidding? Minneapolis? Évidemment, Wayman, ils n'avaient même pas de bureau là-bas. Et puis c'est à New York, donc. Et c'est exactement. Et donc, les partenaires qui avaient vendu le projet étaient soit à New York, soit à Boston, soit à Dallas, soit à San Francisco. Et le petit Frenchie qui débarque, il dit, ok, je veux bien y aller, mais je m'installe à Minneapolis. Mais c'était la meilleure décision de ma vie. Parce que, en fait, c'est devenu une aventure de couple, on partait ensemble. 2, tous les soirs, j'étais chez moi. Mm-hmm. Donc, j'ai bossé comme un dingue, jour, nuit, machin. Mais ça change tout d'être chez toi, avec la personne que t'aimes et tu vois, t'as ton foyer, quoi. Ouais. Alors que tous les autres, ils débarquaient le dimanche soir de New York, de machin, ils repartaient le jeudi soir. Tu devais avoir une très belle location allowance. Ça, c'est sûr. C'est sûr que t'as un appart qui est beaucoup plus grand que le 15e arrondissement où j'habitais à l'époque. 10 fois, peut-être pas 10 fois plus grand, mais 4 fois plus grand pour 2 fois moins cher. Ça, c'est sûr, et dans des super conditions. Et l'autre chose que ça a changé, c'est que vis-à-vis du client, alors j'étais le petit Frenchie, ça c'est sûr, mais j'étais le seul qui habitait là. Ouais. Et donc ça crée une proximité, donc très petit à petit. Ouais, je suis allé dîner avec des clients, j'y allais avec ma femme, donc ça fait d'autres liens, tu vois, un ancrage beaucoup plus local. Et ça, le projet a été très difficile, mais ça s'est super bien passé. Donc j'étais à l'époque senior manager, je passais principal, et puis très vite après, je suis rentré en France à la fin des 2 ans, et je suis passé partenaire en rentrant en France après. Mais l'autre clé des US, c'est quelquefois pour gagner tes galons, il faut changer de pays.
Et je savais que dans l'équipe retail, etc. à l'époque, c'est pas en France que j'allais gagner mes galons. Les galons, faut les gagner sur le champ de bataille. Ouais. Et sur le champ de bataille, autant se prendre le truc le plus difficile. Et donc, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais t'es complètement dingue, tu vas faire cramer, etc. Et c'est vrai que j'aurais pu me faire cramer. Mais c'est comme ça que j'ai gagné mes galons et c'est comme ça que j'ai créé accessoirement des super liens avec toute l'équipe, parce que quand tu souffres dur, ça fait des ensemble, super ouais. liens. Et ce qui fait que derrière, après, je suis passé partenaire assez vite, parce qu'on a gagné d'autres trucs derrière en rentrant en France. Ouais, just a little bit more. Just a little bit more. Just a little bit more. Et alors, tu rentres en France, et là, Et là, très vite, c'est ça le problème de rentrer en France. C'est que tu rentres en France, la France est magnifique, j'adore la France, c'est je suis tellement très attaché au confortable. pays. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, T'as fait le tour. on s'est dit avec ma femme, je me rappelle très bien, on venait d'avoir notre 2e enfant. Comme elle dormait hyper mal, on la mettait sur notre siège auto, et le dimanche après-midi, on partait, on trouvait un prétexte juste pour rouler. Elle dormait, tu vois. Donc, et qu'on était, je sais pas, dans je ne sais quel coin perdu de la vallée de Chevreuse, et on s'est regardé, on s'est dit, faut qu'on parte, quoi. Faut qu'on parte. Et à l'époque, il y avait deux possibilités, soit la Russie, parce que Wyman se développait en Russie, soit la Chine. Et donc, alors ma femme parle russe, donc on était assez moteur pour partir en Russie. Et finalement, ça s'est pas fait. En fait, c'est pas plus mal. Et la Chine s'est présentée parce que ils rachetaient une boîte. Wyman rachetait une boîte avec un petit cabinet à Shanghai. Et ils m'ont dit, il faut quelqu'un du sérail, entre guillemets, et puis va faire les trucs un peu analytiques. Il y a plein de data, il y a plein de trucs malins, quoi. Donc, bim, départ Chine. Alors, on a mis du temps à décider parce que partir à Shanghai, Avec 2 enfants en bas âge. 2 enfants en bas âge, potentiellement on voulait en avoir d'autres aussi. Réputation de Shanghai mauvaise, tu vois, c'est la pollution. Et c'était avant la révolution digitale. Donc on commençait à se poser la question en 2015. Moi, j'ai commencé à y aller en 2015. Et début 2016, c'est là où on s'est dit, OK, est-ce qu'on part ou est-ce qu'on part pas? Donc, on a appelé pas mal d'amis. Notre grande question, c'est la pollution. Tu vois, c'est la qualité de vie, etc. Plein de gens vous disent, mais t'es dingue, partir avec des jeunes enfants, tu te rends pas compte, etc. Et on a adoré. Adoré. Ah, là, t'as pareil. retrouvé des Français pour le coup. Alors, il y a beaucoup de Français. Et je sais que tu connais Shanghai. Beaucoup de Français, beaucoup d'internationaux. Pareil, on a fait le même choix que les États-Unis. On aurait pu se mettre à Hong Kong, mais j'allais passer ma vie à voyager. Et donc, on a appliqué la même règle, c'est minimisons les voyages pour préserver la vie de famille et que j'habite là où il y a le gros des clients, a priori, et c'était Shanghai. Donc, on s'est installé à Shanghai. Et ça a été à la fois, en fait, une grande claque sur le fait qu'on a grandi, et moi j'ai grandi en pensant que l'Occident et tout ce qu'on avait appris était la seule chose qui existait. Et quelle fraîcheur, et tu vois, et quelle ouverture de découvrir qu'il y a un monde, un pan entier de culture qu'on ne connaît pas, d'histoires hyper riches qu'on ne connaît pas, de civilisations beaucoup plus anciennes que les nôtres qu'on ne connaît pas, et qui préexistaient. Et donc d'avoir ce champ culturel qui d'un seul coup s'élargit, extraordinaire. J'ai adoré travailler avec des Chinois, parce que c'est à la fois des gens qui sont très smart, qui ont très soif de réussir, et en fait qui finalement qui bossent plutôt très bien en équipe. Ils sont très très respectueux de la hiérarchie, quelquefois un peu trop, Paternaliste. et presque. Mais d'une certaine façon, ça fait une culture très proche. Et l'autre chose, c'est le peuple chinois, c'est le peuple le plus latin d'Asie. Et nous, en tant que latins, donc ils adorent picoler, ils adorent avoir des discussions de cœur à cœur. Il y a quelque chose de très intuitif, personnel, famille, etc. Tu vois, notre propriétaire de l'appartement à l'époque, j'ai dû négocier face à lui dans son bureau, et c'est la caricature, costume blanc, chapeau blanc, et c'était la négociation face à face. Et je me dis, mais ils sont tellement forts, ces Chinois. Moi, j'ai jamais négocié en face à face un quelconque loyer avec personne de ma vie, tu vois. Et donc là, c'est assis de l'autre côté de la table, et t'écoutes la discussion. Donc, et on a adoré cette période. Vous êtes resté combien de temps? Donc, on a fait 2016-2022. D'accord. Et j'ai fait donc 2 ans pour Wyman là-bas. Et à ce moment-là, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle JD.com, donc qui est leader l'Amazon chinois, en apportant tous les trucs un peu analytiques, de modélisation, etc., qu'on avait fait pour des retailers en Europe, pour des retailers en France. Et on a commencé à bosser pour ils appellent ça le département Y, donc c'est le département d'intelligence artificielle. Donc c'était 2016, 2017.
de JD.com à Pékin. Tout le machine learning de JD, quoi. Donc, début, exactement. Et donc, c'était des équipes, c'est ce que font aujourd'hui la plupart des boîtes, hein, des feature teams organisés avec des équipes, on ne l'appelait pas data scientist, mais c'était l'équivalent. Et on développait des modèles d'optimisation de l'assortiment, des modèles d'optimisation de forecasting. Et pour faire ça, j'ai demandé à les quelques personnes ultra smart qui bossaient avec moi chez Wyman à Paris. Et je leur ai dit, mais il y a un truc génial à faire, est-ce que tu veux pas venir? Donc, t'en as 2 qui sont venus, en tout, il y en a 4 qui sont venus, soit en transférant à Shanghai, soit en venant directement à Pékin staffer. Donc, on a reconstitué une espèce de noyau dur. Et on a fait des cas d'usage qui marchaient et qui passaient à l'échelle. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'équipe développée, codée dans la journée. Le soir ou à la fin de la semaine, nous, on faisait ça sur 5 catégories. Les équipes du client prenaient le code et l'étendaient sur les 250 catégories qu'ils avaient qui étaient hors périmètre pour tester, pour voir si ça marchait. Et après, ils revenaient le lundi en disant « Ah, en fait, on a regardé, ton modèle, il dérive sur tel type de catégorie, ça marche pas, etc. » Je dis « Mais what ?» Et donc, ils ont testé le truc et implémenté le truc partout. Donc, la vitesse... Les itérations. La vitesse d'implémentation. Tu développes un modèle chez une entreprise qui est non data native. D'abord, tu vas faire un modèle, après, tu vas le passer en POC, en MVP, machin, etc. Et puis, ça va prendre des plombes avant de passer à l'échelle. Parce que tu avais aussi une fierté incroyable. Exactement. Et puis, vu que c'est quelque chose qui n'existait pas, ils se disaient pas, bah, si ça se plante... Exactement. Non, ils y allaient à fond. Exactement. Voilà. Donc... J'ai une question que je vais te poser maintenant, mais c'est pour plus tard. C'est qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Mais avant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as quitté Wyman? Parce qu'a priori, tu étais parti pour faire une très longue carrière. Là, tu as passé 10, 12 ans? 12 ans? J'ai 12 ans, 14 ans, 12 ans. 12 ans. Et en plus, j'étais passé parteur très jeune. Donc, je crois que j'étais passé parteur en 6 ans et demi ou en 7 ans, un truc comme ça. Donc, j'étais parteur depuis 5 ans. Not bad for the Frenchie. Exactement, le petit Frenchie. Tout allait très bien. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a j'avais commencé à toucher du doigt ces sujets de data, ces sujets IA. Je me dis, il se passe un truc. Avant tout le monde. Il se passe un truc. Côté pionnier. Exactement. 2, j'adorais ce que je faisais, mais j'avais toujours la sensation d'être un pion dans une très grosse machine. Et Wyman avant moi, Wyman après moi, c'est pareil. Marche très bien. Et là, le fait de passer juste d'un projet à l'autre, qu'est-ce que tu construis vraiment, tu vois? Et donc là, j'avais pas cette sensation de construire quelque chose de pérenne. Et à ce moment-là, j'avais vu passer le mot artefact. Je me rappelle très bien quand j'étais chez Carrefour, 2015, et je suis allé sur leur site, et je me dis, les salauds, ils ont tout compris, quoi. Donc c'était Vincent Luciani, Guillaume de Roquemorel, qui venaient de lancer la boîte, qui commençaient à bosser pour Carrefour, c'était leur tout premier client. Et je suis allé sur leur site, c'est smart. Et le hasard fait que j'avais d'abord un ancien Wyman que je connaissais très bien, qui venait de rejoindre l'aventure, ce qui connaissait très bien Vincent Luciani, tu vois, début 2018. Et mi-2018, Artefact rachète une petite agence digitale qui était à Shanghai. Et donc, d'un seul coup, le mot artefact devient visible, tu vois. Et donc, le fondateur, Guillaume de Roquemorel, débarque à Shanghai et je prends un café avec lui. Et en gros, en 1 heure de discussion, il me dit, mais est-ce que tu veux pas rejoindre l'aventure, développer toute cette partie conseil, data, IA en Chine, machin? Et je dis, bah, c'est tentant, mais c'est chaud quand même, parce qu'il y a tout à faire. Alors oui, il y avait un socle avec une agence digitale locale, machin, mais c'était pas le métier data, IA, etc. Et j'ai rebouclé j'ai reparlé avec ma femme, et c'est ma femme d'ailleurs qui m'a encouragé à y aller. Sans ma femme, je serais pas allé chez Artefact. Qui m'a dit, mais j'avais pas pensé prendre le café avec le gars qui passait, avec Guillaume de Roquemorel, et ma femme me dit, mais ça ne ressemble pas, tu vois, vas-y, tu risques quoi? Et donc j'y suis allé, et j'ai mis un peu de temps à décider, parce que tu mets une croix sur plein de trucs, t'es partenaire en plus, donc t'es loqué dans plein de systèmes, donc les bonus différés, les machins, etc. Et je me dis, j'avais 35 ans à ce moment-là, c'est le moment de prendre du risque, tu vois. Et je pense un des enseignements, c'est on prend jamais assez de risques. Tu avais besoin de ce côté entrepreneurial, peut-être. Et j'avais besoin, en fait, même chez Wyman, je partais, tu vois, j'étais parti dans plein de trucs et j'aimais créer des choses. Mais tu avais une sécurité. Et il y avait une sécurité. Et donc là, quand tu sautes, tu es, c'est pas, alors c'est pas à partir de, je savais que faire le 0 à 1, c'était pas mon skill, tu vois, de vraiment lancer le truc à partir de rien à rien. Mais par contre, de lancer une filiale, lancer une activité, lancer un pays, machin, ça se tente. Et puis donc, je dis,
let's go, prenons le risque. Et puis, quitte à prendre le risque, j'ai investi moi-même, j'ai acheté des actions moi-même sur d'Artefact. Évidemment, on a reçu un paquet d'actions aussi. Mais quitte à jouer, autant jouer à fond, quoi. Oui. Et les 6 premiers mois ont été très durs. Parce que tu te retrouves dans un énorme truc, tu quittes quelque chose de très connu, énorme, où tu as plein de supports dans tous les sens, etc. Et tu te retrouves tout seul. Je rappelle, donc en fait, tu as ouvert le bureau, quoi. Donc le bureau, comme on avait racheté une structure, il y avait déjà une structure juridique, etc. Ouais. J'ai lancé toute l'activité conseil data, IA, etc. Et je me rappelle, fallait que je convainque rien que ma première recrue. Donc je rappelle avoir déjeuné avec lui, il venait de faire un stage chez Roland Berger. Tu as bonnes études, un chinois, etc. Je lui dis, est-ce que tu es prêt à sauter le pas? Et donc j'ai déjeuné, j'ai passé 1h30 avec lui. Il m'a dit, ok, on y va. Et donc, en fait, tu es obligé très vite de convaincre des gens de te suivre. Ensuite, tu es très vite obligé de convaincre des clients de te faire confiance. Et petit à petit, de monter l'équipe, développer les projets, etc. Et donc ça prend un peu de temps. C'est dur, Ouais. mais quand ça marche, C'est magnifique. c'est tellement, en fait, c'est l'aventure d'une vie, tu vois. C'est d'autant plus difficile parce que, autant en France, tu as la sécurité, donc les salariés partent moins facilement. En Chine, du jour au lendemain, ils disparaissent. Donc, s'ils sont pas convaincus par l'aventure et que tu n'arrives pas à les embarquer, tu peux revenir au bureau le lendemain, il n'y a personne. Alors, t'as tout à fait raison, et c'est un énorme problème, le turnover en Chine, surtout avec des profils techniques à cette époque-là. Donc, c'était 2018, 2019, 2020, etc. Profil technique, data scientist, ingénieur data qui sortent des bonnes écoles, etc. T'es en concurrence avec Alibaba, ByteDance, qui te font des salaires, et puis avec des règles pas justes. ByteDance, ils sont installés à Pudong, de l'autre côté de la rivière à Shanghai. Ils ont fait un accord avec le gouvernement local pour que les salariés n'aient pas d'impôt sur le revenu à payer. Incroyable. Tu m'étonnes que ça aide. Donc, et puis de la même façon, la Chine, toi, tu es une entreprise internationale, tu es obligé de respecter les règles by the book, donc on payait les charges sociales normales. Je te garantis que mes concurrents chinois ne payaient pas les charges sociales et s'arrangeaient toujours pour être sous les seuils et donc donner des morceaux de salaire à droite à gauche pour passer sous les seuils, de jamais payer de charges patronales et charges employées sur les sujets. Donc tu te bats dans un marché qui est ultra compétitif d'un point de vue client et d'un point de vue talent sur des nouveaux sujets. Et tes clients, c'était des sociétés internationales ou tu arrivais à travailler avec des sociétés chinoises? C'était à l'époque 100% international. Les clients chinois, on est d'accord, ne payaient pas pour le service. Très très peu. Ils rendaient le service, c'était une dette, mais c'est pas... Alors, il y a toujours eu un marché pour les conseils data IA, etc., chez les acteurs chinois, mais qui est plus difficile à adresser, qui était beaucoup moins mature en termes d'achat et d'expérience. Et donc, tous les premiers clients qu'on a eus, c'est les grands groupes internationaux. Donc, travailler pour L'Oréal, travailler pour Danone, travailler pour les groupes de luxe, etc., parce que c'était eux qui avaient besoin d'avoir des gens qui connaissaient l'écosystème local, qui pouvaient faire le pont aussi avec le groupe, parce qu'il fallait que les choses soient faites en cohérence, et puis qui étaient prêts à bosser dur. Donc on a bossé comme des chiens, pour délivrer, développer, etc. Et je suis très reconnaissant aux équipes qui m'ont fait confiance, parce que c'est pas simple de dire on rejoint un truc où il y a 3 personnes et de partir à l'aventure. Et donc il y en a beaucoup qui disent ok, on y va, on va construire la boîte, on va construire l'activité. Et ça a très bien marché. Aujourd'hui, tu vois, Artefact Chine, c'est 120 personnes à peu près, presque que des Chinois. Je pense il y a un Français, un ou deux Français, et on commence à avoir des clients chinois. Donc des marques, des marques chinoises. Parce que à la fois les marques chinoises sont développées en rachetant pas mal de boîtes, et puis ces sujets-là, ils sont prêts à avoir des discussions avec des boîtes internationales comme Artefact. À un moment, tu es rentré board member de Decathlon. Ah oui, c'est vrai. À la même période. Comment ça s'est fait? Alors, c'est très simple. On a travaillé pour Decathlon Chine sur leur accélération IA, data, etc. Et le patron de Decathlon Chine, qu'on accompagnait pour écrire sa feuille de route IA, me dit on a dans l'écosystème Mullier, toutes les entreprises ont des advisory boards avec des gens externes. Et il m'a dit, mais est-ce que tu serais prêt à devenir advisory board member de l'entité Chine, parce qu'il veut avoir quelqu'un qui a un regard sur le digital, la tech, la data, etc., et qui en même temps peut faire le pont avec
le siège et expliquer les choses. Donc, c'était un rôle pour donner des idées, raconter ce qui se passe dans d'autres groupes et dans les écosystèmes, tu vois, JD.com, Tmall, etc. Et de traduire ça sur concrètement, pour le groupe, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les enseignements à avoir. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était un board, il y avait 3 ou 4 boards par an. Il y avait 2 autres membres externes de l'advisory board, une chinoise d'un fonds d'investissement de PI qui est devenue notre actionnaire derrière, d'ailleurs, c'était assez amusant. Et ça a été et donc en fait, ce qui est génial, c'est que t'as d'autres discussions et tu découvres plus les entreprises à l'intérieur. Ouais. Ok. Donc c'est une opportunité qui s'est présentée. Tu t'es dit Exactement. Et moi j'encourage tous les partenaires, etc. d'Artefact, toutes les équipes à prendre ce type de rôle et de mandat. C'est souvent des choses donc avec un rôle d'advisory, tu vois, d'ouverture, d'orientation, parce que c'est très utile et puis ça permet aussi de voir le temps long et pas juste on va aider un client sur un projet. L'économie réelle. Exactement, l'économie réelle. Ça va, tout à fait. Alors, tu restes combien de temps à Shanghai et qu'est-ce qui fait que tu décides après de rentrer en France ou comment ça prend un peu de temps parce qu'il y a un petit épisode un peu compliqué au milieu. Oui, on a un truc à Covid. Qui s'appelle le Covid. Ouais. Donc, puis à Shanghai, le Covid, c'était pas sympa. Shanghai était assez sport, donc il y a eu quand même 2 moments. Donc 2020, début de Covid. On était en Russie en train de visiter le lac Baïkal qui est extraordinaire. On se retrouve coincé. On rentre en France à l'arrache, début 2020. Et moi, je repars dans l'autre sens, seul, en laissant ma famille en France à ce moment-là, parce que je pouvais pas laisser mes équipes, mes clients en disant je reste à l'extérieur et puis débrouillez-vous. Et à l'époque, personne ne savait exactement ce qui se passait. Le soir où le ministère des Affaires étrangères a dit no travel to China, je prenais l'avion à Roissy, direction de China. Donc, le dernier charter. C'est un des derniers charters. Et 4 semaines après, ma femme me rejoint avec les 3 enfants. Entre-temps, il y a un autre qui est né. Et donc, chapeau à elle de dire pareil, débarquer à l'aéroport. Et pareil, ça faisait partie des derniers charters et je pense des derniers vols qui arrivaient avant les quarantaines. Ah mais là, enfin, je fais une digression, mais ne serait-ce que la logistique pour avoir le lait en poudre ou pas. L'enfer. Ouais. L'enfer. Donc là, lait en poudre, typiquement, dès que des gens partaient à l'étranger, voyager, machin, etc., t'appelais, tu faisais j'avais dans mes valises des tonnes de lait en poudre et plein de trucs que tu trouves pas. Tu vois, tes médicaments, tes machins, etc. Pouf, on achetait tout ici pour repartir. Et donc toute cette supply chain un peu privée. Doliprane goût fraise. Hein. Exactement. Ça, t'en trouves pas pour tes enfants là-bas. Exactement. Ok, ouais, non. Donc 2020, on se retrouve en Chine. Mais heureusement, on est ensemble, noyau familial. Et par contre, on est coincé en Chine on ne peut plus voyager. Donc moi, je suis pas sorti de Chine entre début 2020 et juillet 2022. Incroyable, ouais. Donc presque 2 ans et demi. Et jusqu'à ce que le confinement de Shanghai devienne particulièrement difficile. On s'est retrouvé enfermé physiquement dans l'appartement pendant 3 mois. Avec les drones qui circulent dehors à éco-parleurs, la ville Shanghai morte, et un truc dont on se rend pas compte, c'était pas du tout à la mode française, quoi. C'est qu'il y avait plus de supply chain, donc tu n'avais plus de livraison de bouffe. Heureusement, j'avais fait une espèce de course un peu de panique la veille du confinement pour avoir un socle de base, donc on n'a jamais manqué. Par contre, on a manqué de tous les trucs bons. T'as des pâtes du riz, on avait. Les trucs périssables. Exactement. Les trucs, les chocolats, les machins, etc. Et tous les et des fruits frais, c'est sûr qu'il n'y avait rien du tout. Donc période un peu dure et je suis resté jusqu'à. Il y a pas mal de gens qui sont partis pendant cette période en fuyant un peu. Et ce que je comprends et respecte beaucoup parce que c'était particulièrement dur. Mais on a réfléchi, on a une discussion en famille avec ma femme sur est-ce que toi tu rentres et moi je reste. Ou est-ce qu'on fait, j'en sais rien, on attend, ou est-ce qu'on repart tous? Et pareil, je dis, moi, je peux pas partir en laissant, c'est juste pas possible, le capitaine qui laisse le bateau et basta cosy. Donc, on est resté jusqu'à la fin, jusqu'à la réouverture de la ville. Donc, je suis allé réouvrir les bureaux. Donc, symboliquement, on est allé dans les bureaux c'était, je pense, mi-juin 2022. Et après, très vite, on a repris l'avion pour rentrer. Après, ça faisait 2 ans et demi qu'on n'était pas rentré. Et à ce moment-là, on fait 2 ans à Singapour, au retour, pour être dans un lieu à la fois en Asie, proche, et moi je faisais les allers-retours entre Singapour et Shanghai, et ça pendant 2 ans,
Et puis après, retour en France, donc il y a un peu plus d'un an, été 2024, ouais. Et à chaque fois, la scolarité des enfants, c'était, ils suivaient et puis... Ouais, alors le Shanghai, c'était au lycée français. Singapour, pareil, lycée français. Donc ça va, ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont, c'est pas facile de changer. Ils ont changé d'école, Les copains, ouais. de copains, etc. tous les 3 ans. Là, depuis qu'on est arrivé en France, les enfants, leur motto, c'est on ne bouge pas, on repart pas. Comme tes frères et sœurs, enfin comme... Voilà. Après, mon épouse et moi, c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Vous suivrez, vous irez en pension. Qu'est-ce que ça signifie être CEO d'Artefact aujourd'hui? Ça signifie plusieurs choses. C'est une mission pour une boîte que j'aime énormément, parce que c'est une boîte qui n'existait pas il y a 11 ans. Mmh. Donc en fait, quand tu as contribué à l'aventure du développement, de la création de la boîte, tu as un attachement qui est presque viscéral, quoi. Donc ça, il y a quelque chose de l'ordre de la mission, etc. Moi, j'aime les talents, j'aime les gens, j'aime faire grandir les gens, j'ai pris énormément de plaisir à recruter, à sélectionner, à faire grandir, à faire passer partenaire toute une génération de talents. Et donc, c'est de continuer de les porter. Donc, il y a un rôle de CEO, c'est de continuer de tirer et de faire grandir tous les talents de la boîte. On vient de promouvoir là une dizaine de nouveaux partenaires. Je les ai tous appelés hier soir un par un, jusqu'à 21h30 pour le dernier. Jean-Baptiste, il se reconnaîtra, à 21h30, qui est en train de dîner avec sa femme, qui était hyper touché d'être promu partenaire. Et donc c'est ça de continuer de tirer tout le monde vers le haut. Et je rajouterai sur cet aspect people de faire bosser les gens ensemble. On est bien meilleur lorsque on arrive à faire les bons assemblages pour gagner des gros projets, pour développer une nouvelle practice, pour lancer un nouveau pays, pour faire fonctionner ensemble des chapters hyper différents, etc. Donc ça, c'est la deuxième, le deuxième pilier, c'est l'aspect pure people. Et le troisième pilier, c'est les clients. Moi, j'adore aider les clients. Je suis passionné par ce qu'on fait pour nos clients. Moi, je passe beaucoup de temps avec nos clients et je pousse tout le monde à aller beaucoup plus haut dans les organisations. Moi, je veux qu'on parle au COMEX, je veux qu'on parle au CEO, et on commence à vendre de plus en plus de missions de stratégie IA, déploiement IA, adoption IA pour des COMEX, pour des CEO. Et toute l'organisation, je veux que toute l'organisation monte dans les organigrammes. Lorsque Artefact est né, je te garantis qu'on parlait pas au CEO. On était N-12, etc. C'était fascinant. Mais petit à petit, et c'était le pari un peu de départ, de dire ces sujets data, ces sujets IA vont arriver sur l'agenda des COMEX. Les COMEX vont devoir prendre des décisions qui sont dures et sur des sujets qui sont nouveaux. Et aucun des membres de COMEX, des grands groupes aujourd'hui de l'économie réelle, ont grandi avec ces sujets tech. En fait, ils n'ont jamais eu besoin de prendre des décisions compliquées sur des sujets tech pour arriver là où ils sont. Donc, il y a un différentiel d'expérience, de knowledge sur ces sujets technologiques. Et là, il y a un boulevard pour nous, pour les aider à piloter sur un temps long. Et moi, sur les clients, ce que j'aime beaucoup, c'est d'accompagner les clients, pas pour faire un projet one-shot, etc., mais sur des temps beaucoup plus longs, plusieurs années. Et tous les clients que j'ai accompagnés, je bosse encore aujourd'hui avec eux. Les Danone, L'Oréal, Carrefour, etc., qu'on avait en Chine, au groupe ici, on continue de les accompagner aujourd'hui dans plein de pays, sur beaucoup de sujets. Et je crois beaucoup à ce temps long sur ces sujets technologiques, parce que faut pas rater des virages. Et pour moi, la dernière dimension sur ce sujet sur cette mission de CEO, c'est de ne pas rater les prochains sujets, les prochaines vagues technologiques. Là, on parle d'agentique. Qu'est-ce que ça veut dire une transformation agentique d'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire les briques technologiques qu'il faut mettre? C'est quoi le type de skills qu'il faut mettre en place pour que ça prenne? C'est quoi les bonnes façons d'orchestrer tout ça? Et là, on parle d'agentique aujourd'hui. Il y aura des disruptions additionnelles dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut pas rater ces virages-là. Et comment, sans rentrer dans la technique, mais tu arrives à parler le vocabulaire à la fois du CEO, mais à la fois du DSI. Aujourd'hui, le frein à l'adoption des innovations, en parlant d'IA au sens large, ça reste la DSI. Le DSI, il est garant de la sécurité, de la stabilité,
Et en même temps, les directions métiers, elles sont challengées par le CEO sur comment est-ce que vous optimisez vos process, etc. Donc, Non, c'est une bonne question. Quand je vois aujourd'hui la maturité des boîtes, alors les DSI ont beaucoup changé et beaucoup évolué. Il y a au sein des directions techniques, des directions de l'IT, etc., des gens qui sont très compétents sur ces sujets, qui connaissent parfaitement tous les écosystèmes, toutes les couches tech, etc. Et en fait, je pense les freins à l'adoption ne sont pas tant dans la technique. Les freins à l'adoption, c'est que la technologie a changé tellement vite que les équipes métiers et le leadership a du mal à savoir comment prendre le sujet. Et c'est beaucoup plus, les freins à l'adoption, c'est quasiment jamais, et un projet qui passe pas à l'échelle en IA, ce n'est jamais un problème technique, c'est jamais un problème de techno. Soit c'est un problème de données, soit c'est un problème de personne s'est mis d'accord sur les règles qui doivent être appliquées partout, soit c'est un problème de people, soit c'est un problème de maturité business, soit c'est un problème de cadrage. C'est quasiment jamais sur ah oui, techniquement en fait le modèle marche pas. C'est très rarement le cas. Et donc tu vois, les freins à l'adoption, c'est très souvent un manque de connaissance des sujets, et ce qui est normal, ça bouge tellement vite. ça, toutes les semaines, tu as un nouveau Toutes les semaines, il y a modèle. des nouveautés, etc. Et donc, nous, on passe beaucoup de temps à faire des acculturations de COMEX, faire des acculturations de CEO. Moi, j'ai beaucoup de one-to-one avec des CEO pour dire, en fait, le vrai Chief AI Officer du groupe, ça doit être toi, CEO. Alors après, tu peux déléguer à certaines personnes. Il faut faire bosser ensemble l'IA, la data, la tech, etc., les métiers. Mais le vrai de vrai, c'est le patron du groupe qui doit s'emparer du sujet. Ouais. Merci beaucoup, Edouard. On va passer au speed questionnaire. Donc, je te fais 1, 2, 3 propositions et puis... Café, thé, eau chaude? Café. Mais j'aurais pu dire eau chaude. J'aurais pu dire eau chaude parce que, et tu l'as vécu en Chine aussi, et on a pris un verre d'eau chaude ensemble. Ça se voit pas, ouais. Personne ne boit d'eau chaude. Alors, en fait, j'adore boire de l'eau chaude. Ça fait tellement du bien. Ça fait beaucoup de bien, et c'est un truc qui est pas du tout occidental. Les Chinois boivent beaucoup d'eau chaude. Ouais. Et en fait, moi, j'aime bien boire de l'eau chaude. Ce qui est Pareil. très bizarre. Mais néanmoins, café, ça reste incontournable. Beaucoup? 3. Tu veux dire que tu te limites? Ouais. Matin, midi, soir? Matin. Tôt? Je suis beaucoup plus du matin. Je suis beaucoup plus matinal, ouais. C'est quoi ta routine le matin? Faire du sport? J'ai 3 enfants, donc bim, ta routine, paf, elle est pétée. Par contre, moi, ce que j'adore, alors je peux moins le faire à Paris, ce que je faisais énormément à Shanghai, c'est que je faisais beaucoup de vélo. Et très souvent le matin, 90% des kilomètres que j'ai fait à Shanghai, c'était entre 5h du matin et 7h30 du matin. Parce qu'en fait, comme le trafic est très dense, on roulait, il y avait un super groupe, une super communauté cycliste, on roulait principalement, on avait rendez-vous à 5h30. Donc un peu rude, mais donc ça, c'est le matin idéal. Ville, campagne, montagne? Ville. J'adore les grandes villes. J'ai adoré la ville de Shanghai. T'as une énergie qui vibre. La ville de Paris est extraordinaire. Je vais souvent à New York, voir nos équipes à New York. J'aime l'énergie et l'adrénaline de la ville. Ah bah ça tombe bien. Shanghai, New York, Paris. Shanghai. Shanghai, parce que cette ville m'a beaucoup marqué. C'est mes débuts chez Artefact, qui sont à Shanghai. Et c'est une ville dans laquelle je retournerai avec grand plaisir. Été, printemps, été, automne, hiver? Été. J'aime beaucoup la chaleur. Et je souffre pas trop de la chaleur. Donc les vacances, c'est plutôt au soleil? C'est soleil et campagne. Moi, j'aime bien la bonne vieille campagne. Tu vois, le Tarn-et-Garonne, le Morvan, la terre. T'aurais pas été heureux, en fait, en Russie? C'est une bonne question. Probablement. Si Moscou, je pense que j'aurais été très heureux. Moscou, il y a un côté ville cosmopolite, aussi, mécaniquement. Lecture, cinéma, musique? Alors, je lis beaucoup. Ma femme écrit. Et donc, depuis qu'elle écrit, j'ai commencé à beaucoup plus lire. Et il y a des auteurs, donc j'adore Emmanuel Carrère, j'ai dû tout lire d'Emmanuel Carrère, j'ai lu son dernier livre, La Cold Cause, qui est remarquable. Et j'aime, en fait, ça aide même dans mon métier, où dans mon métier, tu as des situations humaines à comprendre, tu as des mots justes à trouver, et la beauté d'un écrivain, c'est de permanence de trouver le mot juste qui décrit une émotion, une réalité, une sensation. Et donc moi, je prends souvent des notes sur mon téléphone,
des phrases qui me marquent. Tu vois, cette formule, ce mot, cette expression, ça exprime quelque chose que l'auteur arrive à faire et que je suis pas auteur, je suis pas du tout écrivain, que j'arriverai jamais à faire. Donc c'est cette quête de mots me plaît beaucoup. Ouais. Oh, tu pourras repasser l'oral. Je sais. Peut-être dans 20 ans. Biathlon, triathlon, décathlon? Triathlon. C'est un magnifique sport. Je me suis réinscrit. Je suis inscrit à un half Ironman en juin prochain. Va falloir y aller là. Donc, je suis inscrit dans un club de triathlon. Donc, on va voir ce que ça donne. Et c'est un très beau sport. Et puis, c'est un sport où la France a brillé. Cassandre Beaugrand, médaille d'or. On a eu plusieurs médaillés. Léo Bergère, médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, la France a quelque chose à dire. La France a quelque chose à dire sur l'IA. La France a réussi à dire quelque chose sur le triathlon. Ce qui était inenvisageable il y a 10 ans. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui fait pas du bashing. Merci. Oui, surtout que vous avez votre gros événement qui arrive très bientôt. Donc, tu vas encore porter... 20 000 personnes, Grand Palais, 25-26 novembre. T'as la moitié des patrons du CAC 40 qui viennent s'exprimer dessus. Et ce que j'aime, c'est que c'est l'économie réelle qui vient parler de l'IA. Donc comme quoi, on est bien dans du réel. Exactement. Machine learning, AI, super intelligence, SLM. Alors, Autre. Pour moi, là, l'intérêt du moment, le sujet, c'est l'agentique. Ouais. Toute la partie agent, parce que c'est pas du fantasme. Tu peux faire des choses. Alors, l'agent totalement autonome, j'y crois pas. Par contre, des agents de workflow qui vont automatiser des morceaux de tâches, qui vont simplifier des morceaux de processus, ça a une valeur de dingue. Ouais. De dingue. Et ça pose plein de questions sur quelles tâches ensuite on doit garder absolument. Et il y a une expression que j'aime bien, c'est beaucoup plus de deep work. Donc, si des agents demain peuvent nous aider à enlever plein de tâches mondaines, chronophages, etc., et qu'on ait beaucoup plus de temps pour faire vraiment du deep work, tout le monde va bénéficier de ça. Ouais. Et c'est pas pour remplacer l'humain, au contraire, ça pourrait permettre de se concentrer sur là où il y a de la valeur. Exactement. Son expertise. Innovation, tradition ou disruption? Alors, disruption, parce que faut casser les règles. Monter une boîte, tu casses les règles. Gagner des clients quand tu es inexistant et que tu es obligé de casser les règles, tu dis mais faites-nous confiance, prenez faites-nous quoi, ça va réussir, etc. Et sur l'IA, là, c'est impératif de disrupter. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est la seule façon de vraiment réinventer une fonction, c'est pas de faire de l'optimisation marginale, c'est de dire ok, on va totalement repenser comment on opère ça. Donc en disant on faisait ça en 3 mois, comment on fait ça pour faire ça en 5 jours? Ben forcément, là, ça ouvre les chakras et on arrive à craquer des trucs différents. Ouais. Allez, une dernière. Management, entrepreneuriat ou R&D? Alors, c'est les 3 options, management, entrepreneuriat et R&D. Entrepreneuriat, parce que c'est vraiment un des marqueurs clés d'Artefact. Et même, on recrute énormément. On est 2000 personnes là dans le monde. Ouais. On est une petite centaine de partenaires. On va recruter encore, je sais pas, une centaine de partenaires sur les prochaines années. Un des critères, c'est je veux que les candidats veulent construire la boîte avec nous. Donc c'est quoi la vraie, tu vois, la fibre entrepreneuriale? Je veux pas, vous rejoignez pas un système qui fonctionne, vous rejoignez quelque chose où il y aura un avant, un après votre arrivée. Ça permet de pas changer l'ADN et de le faire évoluer. Exactement. Allez, les 3 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast ou une newsletter à suivre? Alors, lecture, Call Cause, Emmanuel Carrère. J'adore Emmanuel Carrère, donc c'est un magnifique livre. Et Emmanuel Carrère est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité et qui a une incroyable capacité à trouver les mots justes dans l'écriture. Donc, un très beau livre, très beau livre. Donc ça, je recommande. Podcast, j'aime beaucoup. Alors, en courant, j'écoute souvent des podcasts. J'aime bien Hard Fork. Alors, j'écoute surtout des trucs anglophones. Hard Fork, qui est journaliste du New York Times. Très tech, très américain. Faut être prêt, hein, très américain. Assez ludique, assez amusant. Dire. Et ensuite, j'aime beaucoup les interviews de Lex Fridman, qui est quand même un maître en son genre, où il a une capacité à
à rentrer dans le fond des discussions et puis avec des super intervenants. Donc, alors je choisis en général plus des profils entrepreneuriaux ou des profils tech, parce que c'est très large, les personnes qui interviennent, mais Alex Friedman, c'est pas mal. Donc tu arrives à courir tout en te concentrant sur ce qu'ils sont en train de raconter. Parce que ça a quand même... Courant, t'as pas besoin de te concentrer, tu vois. Pour courir, tu peux avoir tout ton cerveau qui fait autre chose. Effectivement. Ça dépend où tu cours. Paris intramuros. Ouais, t'entends un peu sport. Est-ce que tu as une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Ce qui serait super, c'est que tu t'invites des personnes qui portent les transformations data IA dans les groupes. Tu vois, Gonzague de Pierret du groupe LVMH, par exemple. Il est lead data officer, chief digital data et omnicanal officer. Ça, ce serait, je pense, très instructif. Avec grand plaisir. On a eu Vincent Dagouri de AXA dans l'épisode précédent, justement. Je t'invite à écouter, c'est très bien, avec plaisir. Passionnant. J'en ai écouté d'autres qui étaient à chaque fois très bien. Donc, Et dernière question, c'est si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure manière de s'y prendre? Alors, LinkedIn, ça marche très bien. C'est efficace. Je réponds assez vite. Et sinon, le plus simple, c'est passer un coup de fil à Artefact ou passer voir Artefact. On est 19 rue Richet dans le 9e. Donc, avec plaisir. On mettra l'adresse. Exactement. Édouard, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir d'échanger. Et on se voit à Doterre. Absolument. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.